Installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles, du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique. Eh bien, bonjour les petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'étais plus sur les ondes d'IDFM et là je suis très heureuse d'être revenue. Alors, c'est toujours l'émission à étincelles, mais cette fois-ci elle a changé de format. Donc vous allez me retrouver tous les vendredis de 21h à 22h. Une semaine sur deux, ce sera du direct comme ce soir. Et nous avons un invité que je suis ravie d'accueillir, c'est Philippe Guillemont, qui est physicien et qui est l'auteur d'un ouvrage qui sort ce lundi. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ça s'appelle La physique de la conscience. Alors là, c'est tout un programme parce que du coup, c'est un livre qui est très riche, très nourri. Vous avez un parcours, vous aussi, très très riche. Plutôt, oui. Plutôt. Est-ce que pour nos auditeurs, le temps que Jocelyn Morisson, qui est journaliste scientifique et qui vous a incité en fait à lire, à écrire et forcément à rajouter plein de choses sur cet ouvrage, est-ce que vous, pour les auditeurs, vous pouvez vous présenter, Philippe? À me présenter, oui. Je suis. C'est toujours un exercice un peu difficile. Ingénieur physicien. Je travaille au CNRS et j'ai eu une longue carrière où j'ai fait de la recherche technologique. Et je suis revenu depuis une petite dizaine d'années à la recherche fondamentale en physique. Donc vous êtes chercheur au CNRS? Oui, je suis chercheur, ingénieur de recherche au CNRS. D'accord. Et ma spécialité, c'est l'intelligence artificielle, mais aussi la théorie du chaos. Alors, on est en train d'accueillir Jocelyn Morisson. Voilà. Bonsoir Jocelyn. C'est peut-être mieux si j'appuie sur le bouton. Voilà. Je suis toute seule pour faire la technique, en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Je réponds au téléphone, etc. Donc Philippe, du coup, était un peu surpris. Donc, nous avons les deux auteurs de cet ouvrage qui sort ce lundi aux éditions Guitre et Daniel, La physique de la conscience, Philippe Guillemont et Jocelyn Morisson. Alors, Jocelyn, Philippe Guillemont était en train de se présenter en tant que chercheur actuellement, chercheur physicien. C'est bien ça? Ingénieur physicien. Ingénieur physicien et aussi chercheur. Bien sûr. Et donc je continue. Donc ma spécialité c'est l'intelligence artificielle, la théorie du chaos, mais aussi la physique de l'information, la physique du rayonnement. Enfin, j'ai évolué dans différentes branches de la physique. Et je suis revenu sur la physique de l'information depuis, on va dire, 5-6 ans. D'accord. Ok, et alors qu'est-ce qui vous a incité à revenir sur la physique de l'information? En fait, j'ai pris conscience du fait qu'il y a un profond bouleversement de notre conception du temps en physique qui opère depuis une dizaine d'années, qui est latent depuis presque un siècle, depuis les découvertes d'Einstein. Et à travers les progrès actuels de la physique, on s'aperçoit qu'on va vers un profond bouleversement de notre conception de la réalité et qui est dû au changement complet dans notre conception du temps. Notre conception du temps, c'est-à-dire que on s'aperçoit aujourd'hui que le temps n'existe pas. Enfin, on dit le temps n'existe pas. Bien sûr qu'il existe, mais en physique, ça veut dire simplement que en physique, on ne comprend pas la notion du présent. C'est-à-dire le présent n'a aucun sens pour la physique. Est-ce qu'on peut dire, c'est comme si on était en hélicoptère et qu'on voyait en dessous un train avec le wagon futur, présent, passé, et qu'on voit les trois en même temps? C'est une question naïve, hein. Disons que le présent, c'est comme le fait d'être effectivement sur la Terre, dans seulement 2 dimensions, être obligé de marcher. Et le fait de remettre en question la notion du temps, c'est de dire que en fait on rajoute une 3e dimension qui nous permet de survoler tout ça, et à ce moment-là on voit à l'avance le sentier qu'on va parcourir. Donc notre futur est déjà réalisé. Alors voilà, justement, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, le futur est déjà réalisé, et donc en fait nous on va se mettre en synchronicité par rapport à ce futur-là.
Oui, on devrait même dire tous nos futurs possibles sont déjà réalisés. C'est comme le menu au restaurant, finalement, les plats sont déjà cuits, puis on choisit notre plat. Voilà, c'est ça. On peut c'est pas très romantique, mais tout le monde comprend ce genre de discours. Je dis pas que c'est exactement ça. C'est une bonne façon de le simplifier, parce qu'il y a une question de densité d'information qui rentre en jeu. Mais on peut considérer que nos futurs potentiels sont déjà dessinés, et que effectivement nos états de conscience vont permettre de privilégier certains futurs plutôt que d'autres, à condition que nous soyons déconditionnés. Alors on est rentré dans le vif du sujet. Jocelyn, est-ce que pour rappel, tu es journaliste scientifique? Oui. Comment est venue l'idée de cet ouvrage avec Philippe Guillemant? Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé de la meilleure façon qui soit, parce qu'en plus, on a été aidé par les signes aussi. Je pourrais en livrer quelques-uns. Les synchronicités qui sont pas connues, qui sont connues que de Philippe et moi. Et peut-être de son entourage aussi, de Laurent. Du coup, tu nous mets l'eau à la bouche, mais on va dire que c'était juste. Ça s'est passé d'une manière un peu idéale. En fait, on s'est connus avec Philippe à partir d'un article que j'avais fait pour Nexus. On a été mis en relation par un correspondant commun, je crois que c'était dit. Hein. Et donc, moi, je me suis intéressé au travail de Philippe. Il avait déjà son site internet qui était assez fourni, et puis il avait publié la Route du Temps, qui est un premier ouvrage tout à fait fascinant, quoi, pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse à la science et puis au lien entre la science et la spiritualité, la conscience et toutes ces problématiques-là. Et donc on était déjà en contact depuis un certain temps, effectivement, et j'ai vu il en avait sous le pied, comme on dit, hein, c'est-à-dire que je voyais qu'il alimentait son site avec pas mal de nouveautés, des nouvelles réflexions. Dans ses conférences aussi, il avait de nouvelles idées, etc. Je voyais qu'il avait beaucoup de choses à dire, et qu'en même temps j'imaginais qu'il n'avait pas forcément le temps de mettre tout ça à nouveau par écrit pour faire un livre, donc je lui ai proposé de collaborer à un projet comme ça. Et moi, ma collaboration, elle a été essentiellement technique, effectivement, hein, parce que j'ai travaillé sur le style, sur la forme, et puis j'ai quand même simplement proposé l'idée à Philippe de faire à la base une série d'entretiens, en fait. Alors, il y a eu combien d'entretiens? Pour avoir un matériau un peu dense, voilà. Alors on s'est vu quelques jours et on a fait plusieurs heures d'entretien. Et ce qui est amusant, donc si tu veux, je te livre une première anecdote, c'est que moi j'avais dit à Philippe que pour qu'on ait un matériau assez dense, assez suffisant pour alimenter le volume d'un livre, ça serait bien qu'on ait une dizaine d'heures d'entretien. Et donc on s'est vu plusieurs jours et on n'a pas compté précisément la durée des entretiens qu'on faisait. Je l'ai enregistré donc pendant toutes ces conversations. Et puis au final, moi j'avais plusieurs fichiers son comme ça que j'ai mis bout à bout. Et quand j'ai fait le compte total de ce que j'avais comme durée finalement finale d'entretien, il s'est avéré que j'avais 9h59 59 minutes d'entretien. Donc tu vois, il se trouve que ça collait pile avec l'idée qu'on s'était donnée au départ. Alors on travaillait bien sûr avec un plan qui a évolué ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que Philippe ensuite il a eu du temps pour justement retravailler énormément ce matériau de départ, hein, ajouter beaucoup de choses, compléter, et ensuite on a fait des allers-retours pour travailler le style, les références et les choses que moi je pouvais apporter aussi avec ma propre culture, mon propre parcours de journaliste. Hein. Et au final, on a quelque chose d'assez ambitieux, je pense, et d'assez réussi, j'espère. Alors Philippe, en fait, ce plan que vous avez fait pour le livre, c'est en 4 parties. On a 4 parties bien distinctes. Oui, elles sont bien distinctes puisqu'elles ont, on va dire, la première partie, c'est toute la prise de référence par rapport à la physique. Comment est-ce que on se situe par rapport à la physique mainstream? Comment est-ce qu'on se situe par rapport à l'état de l'art? Donc c'est l'état de l'art, c'est très important. L'état de l'art. L'état de l'art en physique. Qu'est-ce que la physique nous apporte sur notre vision de la réalité? Voilà. D'accord. Quelles sont les possibilités de revoir notre conception de la réalité d'après la physique moderne? Ça, c'est la première partie. Oui. Ensuite, la deuxième partie, étant donné que le problème est posé dans la première partie, la deuxième partie consiste à répondre à ce problème, à résoudre le problème principal, et ça nous emmène vers donc l'introduction du fait que la conscience joue un rôle justement dans le présent qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que les physiciens ne comprennent pas la fonction du présent, mais si on redonne à la conscience toute son importance, toute sa fonction, à ce moment-là
la fonction de la conscience serait on va dire d'exciter le vide. Alors exciter le vide, en fait, c'est solliciter la vibration du vide. C'est sélectionner, on va dire, le futur qu'on privilégie. On devient on a le choix, en fait. On a le choix à condition d'avoir une intention qui correspond au champ des possibles. C'est-à-dire qu'on peut on peut pas avoir n'importe quoi comme intention. Il faut que l'intention corresponde au chemin. Il faut qu'il y ait une résonance entre guillemets entre l'intention qu'on peut avoir et les possibilités qui se présentent dans notre parcours de vie, on va dire mécaniquement. Voilà, et à ce moment-là, pour que ce soit encore plus clair pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que je suis presque sur le point de comprendre. Ça veut dire que les autres aussi. Est-ce que vous pouvez nous le repréciser différemment, ou Jocelyn, est-ce que tu veux le repréciser? Peut-être que Philippe peut dire ce que c'est que le vide quantique. Qu'est-ce qu'on entend par vide quantique? Ça oblige à parler de ce qu'est la physique quantique et des problèmes qu'elle pose. Hein. Oui. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, la conscience, c'est une entité qui a une existence tangible, quoi, peut-être qui n'est pas une substance, mais qui en tout cas est capable d'interagir effectivement avec le vide quantique. Et le vide quantique, c'est quelque chose qui est plein de potentialités, contrairement à son nom. Hein, on parle de vide, mais là, les physiciens sont d'accord depuis longtemps là-dessus, sur le fait que le vide en fait est plein. Oui. Il est plein notamment d'informations et de possibilités et de potentialités multiples à partir desquelles effectivement la conscience va pouvoir choisir. Alors je vais peut-être expliquer, peut-être un peu mieux certainement. Ça y est, la balle non, pas mieux, mais complémenter. Non, tu expliques très bien, Jocelyn. En fait, il faut comprendre que le temps, l'espace et la matière sont des notions qui sont plus relatives à la conscience que même à la physique. C'est-à-dire qu'en fait, en physique, on s'aperçoit qu'on détruit notre notion du temps, qu'on détruit notre notion de la matière et qu'on détruit notre notion d'espace. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne l'espace, les physiciens courbent l'espace, ils le font même vibrer. Donc, en fait, l'espace devient élastique. Ce n'est plus de l'espace, puisque en fait, l'espace sur lequel on représente cet espace qu'on tord, etc., il n'existe pas. Pareil pour le temps. On arrive à l'éliminer des équations de la physique. On s'aperçoit qu'on travaille en physique avec un futur déjà réalisé, un passé qui existe encore. Et puis, avec la matière, les physiciens décrivent la matière comme étant quelque chose qui se réduit finalement à des vibrations, à des ondes électromagnétiques, pas des ondes électromagnétiques, mais on va dire de l'électromagnétisme au niveau atomique et moléculaire, et des vibrations de l'espace au niveau infiniment petit. Et donc, finalement, le temps, la matière et l'espace ne sont plus des notions qui sont physiquement acceptables de manière intuitive. On les remplace de plus en plus par de l'information. Et en fait, c'est là qu'on peut comprendre ce qu'est le vide. C'est-à-dire que si on considère que notre réalité, c'est une projection de la conscience, et certains vont jusqu'à dire, et je soutiens cette idée-là, une projection holographique de la conscience. J'allais vous poser, ça faisait partie des questions que j'avais à vous poser, oui. Donc, c'est-à-dire que c'est la conscience qui est en charge, en quelque sorte, de nos créations, de sensations, du temps, de l'espace et de la matière, à partir d'un champ d'information infiniment vaste, qui est en fait le vide, mais que nous, on voit comme vide, parce que tout simplement, on ne voit qu'une partie de l'information qui est réellement présente dans la réalité. C'est-à-dire la physique s'intéresse à une réalité qui contient 10 puissance 120 fois plus d'informations que ce qu'on peut percevoir. D'accord. Et ce qu'on peut percevoir, c'est une construction de la conscience. Voilà. Donc en fait, on est très limité. Donc on est extrêmement limité, et d'ailleurs les physiciens l'ont tellement bien compris qu'aujourd'hui il y a une théorie en vogue qui est la théorie des univers parallèles. C'est-à-dire il y a tellement d'informations dans l'univers. C'est les univers bulles, c'est ça? Alors non, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a, en tout cas, ce qui est accepté très largement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations dans l'univers que ce qu'on est capable de percevoir. Et même théoriquement, mais quand je prends même tout le passé et tout le futur, il y a encore plus d'informations que ça. C'est-à-dire que le vide contient infiniment plus d'informations que notre réalité observable. D'accord. Donc ceci prêche en faveur de la théorie des univers parallèles, c'est-à-dire qu'il y aurait une infinité d'autres réalités.
Et il y a plusieurs manières de concevoir ça. Soit on considère, alors je vais pas toutes les considérer, je vais en considérer deux concurrentes. Soit on considère que toutes nos réalités parallèles, toutes ces réalités parallèles existent dans des espaces séparés, c'est-à-dire dans des univers bulles, et il y en aurait une infinité, auquel cas nous sommes prisonniers à l'intérieur d'un univers bulle, et notre futur serait déterminé de façon unique. Donc on n'aurait absolument aucun libre arbitre. La conscience ne servira à rien. Or justement, on a notre libre arbitre. Et l'univers dans lequel la seule différence entre ma vie et la vie d'un autre, moi-même, serait que je bouge le petit doigt pendant une seconde de mon existence, au lieu de ne pas le bouger, serait obligé d'exister. Mais tout ça pour me priver la liberté de bouger le petit doigt ou de ne pas le bouger. Donc c'est assez insensé. Cette théorie, elle est avancée simplement parce qu'elle est mathématiquement plus cohérente, tout simplement parce que les physiciens, les mathématiciens ne veulent pas faire entrer la conscience dans notre conception de la réalité. D'accord ? Et donc la théorie concurrente, qui est beaucoup plus acceptable, sauf qu'elle nous oblige à faire intervenir quelque chose qu'on ne comprend pas encore, serait de dire que toutes ces réalités parallèles existent dans le vide et sont atteignables, c'est-à-dire qu'elles sont superposées à notre réalité réellement physique, notre réalité réellement observée, et que à ce moment-là, on peut envisager la possibilité de commuter d'une réalité à l'autre. Là, ça devient quand même plus intéressant. Oui, ça devient plus intéressant. Et c'est la conscience qui serait en charge de cette commutation. C'est pour ça que je propose l'idée, et je ne suis pas le seul à le faire. Roger Penrose, qui est quand même le plus grand physicien mathématicien de la planète, propose cette idée que la conscience intervient dans ce qu'on appelle la réduction des états quantiques, c'est-à-dire ce qui va faire que notre réalité va aller dans un sens ou dans un autre. D'accord. Alors, est-ce que ça nous mène aussi on a 3 points. On avait dit qu'on parlerait de la réalité. Oui. On avait dit aussi qu'on parlerait de la double causalité. Puisque. Alors oui, d'accord. Du coup, c'est intéressant de voir parce que on parle du présent et on parle du futur. Vous dites que le futur est déjà écrit. Oui. Mais notre présent, il est en train de s'écrire, ou le futur est en train de s'écrire collectivement. Comment se retrouver au milieu de toutes ces informations ? Alors voilà, disons que nous vivons à l'intérieur d'une réalité qui est collectivement construite. Il faut éliminer l'idée que nous vivrions chacun à l'intérieur d'un univers séparément des autres. Non, nous construisons tous ensemble le même univers, sinon il n'y aurait plus d'objectivité. On fait partie d'un morceau de puzzle. Oui, nous sommes un morceau du puzzle, mais nous construisons tous ensemble notre réalité collective. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas réaliser nos rêves, chacun de nous, vient du fait que cette création, elle est collective. Donc en fait, pour créer nos rêves, il faut qu'on adhère, j'allais dire, qu'on fasse adhérer un plus grand nombre sur notre rêve. Comme par exemple notre président, il voulait être président, bah voilà, il a fait adhérer tout le monde à son rêve. Oui, c'est une question naïve, hein. Oui, non, mais on peut le dire comme ça, mais bon, c'est relativement facile de comprendre qu'on ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut comme ça instantanément. Peut-être qu'après notre mort, oui, mais pendant notre incarnation, si on peut dire entre guillemets, pendant cette vie que nous avons, qui est une construction collective de la conscience, on ne peut réaliser ce qu'on veut que si c'est en harmonie avec avec le collectif. C'est là que la double causalité intervient, c'est-à-dire qu'en fait ce que nous créons, nous ne le créons pas dans le présent. Nous le créons dans le futur. C'est-à-dire que toutes nos pensées, et en particulier toutes nos intentions, ont un effet, et cet effet, il s'inscrit dans le futur. Mais ce futur, ce n'est pas du futur. Il n'est pas daté. Il est déjà présent. Il est dans le présent. Et donc, simplement, ce futur, il va attendre aussi longtemps qu'il sera incompatible avec la réalité collective. Par contre, à partir du moment où ce futur que nous avons créé peut arriver à s'insérer dans le tourbillon de la création de notre collectif de conscience, alors à ce moment-là, il se réalise. C'est-à-dire que tout ce que nous pensons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, etc., finit par
finit par se réaliser un jour ou l'autre. Ça peut arriver très très vite ou ça peut réaliser presque jamais. Alors, est-ce que c'est parce qu'on se met en synchronicité avec le futur ? Alors, il y a un autre aspect maintenant qui est très important. C'est on ne peut créer quelque chose de nouveau, on ne peut réellement créer quelque chose que si nous sommes déconditionnés. Alors ça nous fait parler de la fameuse conférence que vous avez donnée à Namur, où vous parliez notamment de la télécommande. Oui, bon, là on va vite, mais bon. Alors effectivement, je vais essayer de résumer encore. Terrible. C'est très important de comprendre que ce que je viens de dire, ce n'est valable que dans la mesure où nous ne fonctionnons pas comme des machines. Or, nous fonctionnons quotidiennement comme des machines. Donc on est conditionné ? On est perpétuellement conditionné. On est conditionné par 3 facteurs principaux, par notre mental, par notre émotionnel et par notre ego. Bon, c'est ce que j'appelle. On va en parler. On a une deuxième heure que vous entendrez la semaine prochaine. On en reparlera. Mais on aura l'occasion d'aller creuser ça. Je décompose pour des raisons physiques, objectives, la conscience en 3 centres. Un centre mental, un centre émotionnel et un centre énergétique. Le centre énergétique, c'est la conscience, c'est l'ego, c'est le moi, enfin c'est tout ce qui est la conscience de qui nous sommes. Voilà. Et donc, pour arriver effectivement à créer quelque chose de nouveau dans le futur, il faut absolument être déconditionné, puisque sinon, on ne va créer que quelque chose qui est déjà là, qui est déjà prévu. Puisque une machine ne crée pas de nouveau. Donc c'est compliqué finalement de se démarquer pour créer du nouveau. Ben c'est à la fois compliqué et très simple, oui. C'est-à-dire que en fait, il faut se déconditionner. Alors, je vais juste. Oui, je vous laisse finir. Avant d'en venir là-dessus, parler de la double causalité. C'est-à-dire que si effectivement on arrive à créer quelque chose de nouveau dans le futur, c'est-à-dire exciter le vide et non pas exciter quelque chose qui existe déjà. Exciter, c'est solliciter le champ d'énergie avec de l'information. Faire en sorte que dans notre futur, un scénario se crée plutôt qu'un autre. D'accord. Plutôt que celui qui est déjà prévu. D'accord. Donc il faut couper les ponts avec un futur qui est déjà en place, d'où l'intérêt du conditionnement. À ce moment-là, cette chose qu'on crée, étant donné que notre futur n'est pas encore clairement défini à partir du présent, va devoir trouver des ponts pour se relier à notre présent. Et comme ces ponts vont partir du futur, ils vont créer des ponts qui vont prendre la forme de hasards qui seront improbables, alors qu'ils seront rendus probables par justement ce qu'on aura créé dans le futur. C'est-à-dire que c'est notre futur qui va générer des hasards tout à fait apparemment improbables, alors qu'en réalité, si on les considère comme venant du futur, c'est tout à fait probable. Donc, est-ce que ça nous ferait parler de la loi de rétrocausalité ? Oui, c'est la rétrocausalité. C'est-à-dire que dans l'univers, la rétrocausalité, selon ma théorie, est tout à fait équivalente à la causalité. C'est-à-dire que notre réalité, étant donné qu'elle existe déjà dans le futur et qu'elle évolue dans notre futur en même temps que dans notre présent, et même en même temps que notre passé peut éventuellement changer, beaucoup moins, bien entendu, eh bien, il faut considérer que tout ça bouge, et si ça bouge d'abord dans le futur, eh ben, ça va faire bouger le présent après. Et si le futur bouge avant le présent, c'est de la rétrocausalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la causalité. C'est-à-dire que si mon futur change, il va y avoir des conséquences sur mon présent. Ces conséquences sur mon présent vont arriver après. Sur le futur, ce changement dans le futur. Donc on est bien dans la causalité, sauf que du point de vue du temps illusoire, qui n'existe pas, oui, c'est de la rétrocausalité, mais c'est une rétrocausalité illusoire. En réalité, c'est une causalité qui fonctionne en sens inverse du temps illusoire, mais dans le vrai temps. Puisque le temps, en fait, va dans tous les sens. Le temps illusoire, oui. Mais il n'y a qu'un seul sens du véritable temps que j'appelle le temps de la conscience. Voilà. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, le temps de la conscience, c'est le temps humain, le temps linéaire, une heure après l'autre ? Pas linéaire. D'accord. Le temps de la conscience, c'est le temps dans lequel vous changez en même temps votre futur à différents moments, éventuellement votre passé, vous reconsidérez votre passé, vous pardonnez, etc. Enfin, lorsque vous avez des intentions qui concernent ce que vous allez vivre dans le futur, il y a des intentions qui sont à court terme, il y en a d'autres qui sont à long terme, mais l'ordre dans lequel vous avez ces intentions, c'est ça le vrai temps, d'accord ?
C'est votre conscience qui crée votre réalité, non pas dans le présent, ça c'est ce que dit le New Age. Oui. Je tiens à m'en démarquer totalement. Bien sûr. Notre conscience crée notre réalité, mais pas du tout dans le présent, elle le crée dans le futur. Alors Jocelyn, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ? Bah écoute, oui, on peut peut-être dire que le temps illusoire, c'est le temps justement linéaire, c'est le temps qu'on a l'impression de subir au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà depuis pas mal de temps, plusieurs physiciens, notamment Étienne Klein, a bien expliqué que en fait on ne mesure pas le temps. Ce qu'on mesure, c'est le changement. C'est des choses qui changent. Par exemple, tu prends une fleur dans un pot qui est très belle, que tu arroses, et puis tu cesses de l'arroser, et le lendemain, tu vas la voir faner. Donc, ce que tu vas observer, c'est simplement que le changement d'état de la fleur. Et on va appeler ça du temps. Et quand on met une horloge à la place de la fleur et que l'horloge fait tic-tac, on dit, voilà, il s'est passé ça, mais ce qui a changé, c'est pas le temps, c'est le tic-tac de l'horloge. Donc, en fait, le temps, on sait pas ce que c'est, et comme disait Philippe, effectivement, c'est quelque chose qui échappe complètement à la physique actuelle. Donc, le temps quotidien, le temps qu'on a l'habitude de subir, c'est quelque chose qu'on ne parvient pas à comprendre, et on parle aussi de temps psychologique, parce qu'on sait très bien que par exemple selon la façon dont on occupe son temps, il passe plus ou moins vite. Oui. Si j'attends pendant 5 minutes quelqu'un lors d'un rendez-vous, ça va me paraître très long, alors que si je suis très occupé, ça va me paraître très court. Donc voilà la première problématique par rapport au temps. Et une autre question aussi, enfin un point important qui me semble aussi à souligner, c'est que le vide dont on parle, le vide quantique, il se situe hors de l'espace-temps. Ça, c'est quelque chose qui a été dit, mais sur lequel il faut insister, je pense, parce que tu parlais tout à l'heure de notre relation au réel. Qu'est-ce que la réalité ? La réalité, depuis Einstein, c'est l'espace-temps, donc 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps. Et là, c'est quand même une information en soi qui est déjà un peu ébouriffante, de considérer qu'il y a quelque chose en dehors de l'espace-temps. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important à souligner pour les auditeurs. Philippe Guillemant, comment ça se passe, ces affirmations que vous avez, parce que vous êtes vous vous démarquez peut-être un petit peu de vos confrères, ou est-ce que vous êtes, comme vous disiez hors antenne, vous allez jusqu'au bout de leurs rêves, ou au bout de l'information Oui, disons que je suis très attaché à rester dans la physique mainstream, d'accord ? Simplement, je suis également très conscient des limites que s'imposent les physiciens du fait de leur formatage. Et je suis également conscient des limites de la physique actuelle. C'est-à-dire, je remets en question des choses que tout le monde remet en question. Moi, je n'invente rien, en fait. Je suis pas en train de proposer une théorie qui se situe en dehors de la physique. Ma théorie, elle est déjà inscrite dans la physique. Simplement, j'ose dire des choses qui sont pensées en dehors des clous. C'est-à-dire, j'ose simplement révéler les problèmes de la physique et dire des choses que les physiciens ne disent pas parce que ça leur fait entrer dans des territoires interdits. C'est-à-dire que chez le scientifique, chez le physicien, on va dire lambda, on ne se donne pas le droit de considérer que la conscience puisse être autre chose qu'un produit du cerveau. D'accord ? Parce qu'on considère que c'est quelque chose qui est pas du domaine de la physique, mais qui est du domaine des neurosciences. Or, les neuroscientifiques n'ont pas la compétence des physiciens pour évaluer mécaniquement, pour évaluer la construction mécanique de la réalité. Donc c'est intéressant de faire le lien entre les deux. Donc c'est un cercle vicieux, c'est un chat qui se mord la queue. Alors les physiciens, les neurophysiciens, n'ayant pas le soutien des physiciens pour essayer de bâtir une vision cohérente de relation entre le cerveau et la conscience, ils partent de leur éducation d'il y a 30-40 ans, qui est un esprit mécaniste, et ils disent des neuroscientifiques, tu veux dire? Oui, des neuroscientifiques. À l'exception de Hameroff, qui travaille précisément avec Penrose, bien sûr. Voilà, il y a quelques... Le docteur Hameroff. Voilà. Le docteur, comment tu dis? Stuart Hameroff, d'accord. Oui, j'ai parlé de neurophysicien, mais en fait... oui, c'est pour ça que je te reprends. J'invente quelque chose qui... Neurophysicien, c'est pas mal comme n'existe pas encore. C'est intéressant. C'est peut-être en cours de création, d'ailleurs. On va y aller. Donc les neuroscientifiques donc expriment des idées sur les liens entre le cerveau et la conscience qui sont fausses, parce qu'ils n'ont pas les compétences requises. Et que c'est un problème de physique, et les physiciens ne vont pas dans ce territoire parce qu'ils considèrent que c'est un problème de neurophysiciens. Donc voilà, personne n'y va. Et donc ça, c'est un tort. Et moi, je suis un physicien qui a beaucoup travaillé avec des neuroscientifiques. Donc vous avez travaillé avec qui?
J'ai travaillé avec des différents neuroscientifiques dans le domaine de la neurophysiologie, dans le domaine de l'autoneurologie. J'ai développé des appareils qui sont aujourd'hui distribués à l'international, qui équipent des cabinets d'autoneurologie, par exemple. Des appareils aussi qui servent à analyser donc le fonctionnement du cerveau et qui ont permis de faire des découvertes qui sont allées jusque dans ont permis de faire des publications très importantes. Donc bon, voilà, j'en connais quand même un rayon à la fois en neurosciences et en physique, et c'est ce qui m'a peut-être aidé à franchir le pas. D'accord, parce que c'est quand même courageux finalement. Oui et non, oui, j'ai un certain courage, certainement. Un courage prudent, on va dire. Oui, un courage, on va dire, calculé, c'est-à-dire que disons que j'ai accumulé des connaissances qui me permettent de voir clairement quels sont les problèmes de la physique actuelle et là où la physique a tort de ne pas aller. C'est-à-dire que pour moi, il m'est apparu clairement que la conscience est un problème qui appartient à la physique. Il faut pas laisser la conscience aux neuroscientifiques. Ils ou sont au pas New Age. Encore moins au New Age, évidemment. Non, mais là, justement, à partir du moment où les physiciens laissent tomber le problème de la conscience, c'est vraiment n'importe quoi. Alors qu'en physique, on a tout ce qu'il faut pour comprendre le phénomène de la conscience, ou au moins pour comprendre, je dirais pas le phénomène de fond en comble, mais au moins pour comprendre la conscience en termes d'information. Voilà. À quoi la conscience correspond-elle en termes d'information? Eh bien, la physique a parfaitement les moyens de connecter la conscience à ce qu'on appelle les vibrations de l'espace-temps. Voilà. Personnellement, je connecte la conscience aux vibrations de l'espace-temps. Roger Penrose, notre grand physicien, le fait également. Il a été fortement contesté. Moi, je soutiens totalement sa théorie. Je considère qu'elle va dans le bon sens. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on met les pieds dans ce terrain, évidemment, on est amené, ce que je fais, à ensuite proposer un modèle de l'âme. La modélisation de l'âme. La modélisation de l'âme. Et ça, c'est quelque chose qui est impensable. Alors c'est étrange parce que en fait, ça rejoint quand même beaucoup les philosophes, parce qu'on retrouve. D'ailleurs, c'est un livre qui est quand même facile à lire. Il demande de la concentration, mais en tout cas, il est accessible. Notamment grâce à Jocelyn. En tout cas, c'est un régal parce que je l'ai lu hier, donc j'ai quand même lu quelques petites parties et notamment je suis allée à l'essentiel, je suis allée sur le glossaire, donc je suis allée lire les définitions et j'ai trouvé que c'était très intéressant la représentation de l'âme, de l'esprit, de l'âme, du moi et du soi. Oui. Alors, moi, si je peux intervenir à ce stade, Angélique, j'aimerais dire que le travail de Philippe, il est particulièrement intéressant, précisément parce qu'il ramène dans le champ de la physique classique, en l'occurrence, même pas la physique quantique, bien qu'il y a des applications au niveau de la physique quantique, forcément, mais si tu veux, il revient un peu sur des dérives auxquelles on a pu assister aussi ces dernières années, de la part de physiciens qui étaient plus dans le domaine de la physique quantique et qui, justement, en s'attaquant à ce problème de la conscience, en sont venus à dire des choses qui sont allées un peu trop loin, comme le fait que, par exemple, nos pensées créent le monde. Alors, c'est une formule qui appartient à un physicien que Philippe connaît et qui est que bien sûr qu'il faut expliciter, analyser, etc. Mais il y a cette idée qui justement a été aussi captée par le milieu du New Age, qui consiste à dire voilà, nos pensées créent notre réalité et du coup on peut changer notre réalité simplement en changeant nos pensées. Voilà. Et qui est une formulation très naïve des choses et qui fait plus de mal que de bien. Et le grand apport de Philippe, c'est justement de ramener cette réflexion dans le champ de la vraie physique et tout en s'attaquant à des concepts effectivement comme l'âme, l'esprit, la conscience, le soi, enfin en tout cas en utilisant ces notions-là qui sont définies effectivement, qui sont précisément définies dans le livre en l'occurrence, mais qui sont pas des concepts a priori auxquels la physique s'intéresse, en tout cas pas la physique classique. Donc c'est ça je pense qu'apporte Philippe essentiellement. Alors dans la quatrième, parce qu'on a parlé des 3 premières parties de l'ouvrage, il y a encore une 4e partie.
Est-ce qu'on en a parlé ou pas encore? Mais on n'a même pas encore parlé de la troisième, là. Alors, la troisième, on a 10 minutes, mais sachez que la semaine prochaine, vous aurez, vous aurez 1 heure d'émission en différé, puisque nous allons l'enregistrer tout à l'heure. Ça va être notre nouveau fonctionnement. 1 heure de direct, enfin là aujourd'hui un petit peu moins, et 1 heure de différé. Donc vous aurez d'autres questions vendredi prochain entre 21h et 22h. Hein. Donc la suite de cette interview passionnante va continuer. Donc on va parler du troisième et de la troisième et quatrième partie. D'accord. Sur les 10 prochaines minutes, on s'arrêtera après, on se dira au revoir et puis on se retrouvera la semaine prochaine. D'accord. Allez-y Philippe. Alors, bon, je vais quand même faire une introduction à cette troisième partie. C'est que puisqu'elle est fondée sur la notion d'espace-temps de différentes densités imbriqués les uns dans les autres. Oui. Hein. Donc, comment est venue cette idée de monde de densités différentes? Tout simplement parce que le diagnostic dans toute cette affaire que j'ai fait consiste à dire que les physiciens doivent apprendre, absolument, ça c'est quelque chose qu'ils vont apprendre à faire. Bon, je suis très anticipatif dans cette affaire, mais bon, mon expérience d'ingénieur notamment me permet de l'être. Donc les physiciens doivent apprendre à travailler à la fois avec des conditions initiales et des conditions finales. Mmh. Ça c'est le grand oubli de la physique, c'est de considérer que tout doit, c'est même le grand bug, hein, tout doit dépendre de conditions initiales, c'est-à-dire passées. Hein. Et ça, je considère que c'est faux parce que justement, c'est non pas un seul futur qu'on fabrique avec la réalité présente, mais une infinité de futurs potentiels. Donc il faut, pour faire de la vraie physique, il faut apprendre à travailler avec des conditions initiales et des conditions finales. Et pour apprendre à faire ça, mes travaux sur le billard, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, m'ont appris que il était possible de le faire à condition de travailler avec des conditions finales de beaucoup moindre densité que les conditions initiales. Est-ce que c'est parce que le futur est déjà écrit ? Non, c'est parce que le futur, si on veut oui, c'est parce que le futur est déjà écrit, mais pour qu'il soit compatible avec le présent, il faut qu'il soit beaucoup plus imprécis. Et la notion de densité d'information. Hein. La notion de densité d'information, ça a un lien avec la notion de précision. Alors, voilà, si on considère la précision, la densité d'information de notre monde physique tel qu'il est décrit par les physiciens, c'est quelque chose qui va jusqu'à l'échelle atomique. Et après, les choses deviennent quantiques, c'est-à-dire que on parle souvent d'états de superposition ou de particules qui sont dans plusieurs états simultanés, etc. En fait, ça vient simplement du fait qu'on n'a pas d'information. On manque d'information. En dessous d'une certaine échelle, on manque d'informations. C'est ça ? Oui, c'est l'échelle de Planck, ça c'est certain, mais en réalité c'est bien avant cette échelle de Planck. Parce que je vais pas parler de le principe d'incertitude d'Heisenberg qui montre que c'est bien avant l'échelle de Planck. Heisenberg, c'est pas ça qui nous a amené en physique quantique. C'est le principe d'incertitude. Voilà, justement le principe. Le chat est-il mort ou pas mort ? Oui. Bon, enfin, on va pas parler de ça, on n'a pas le temps. Schrödinger, mais bon. C'est chat Schrödinger. Je vais mélanger un petit peu. Ils se ressemblent tous. C'est un problème de manque d'information. C'est-à-dire qu'en fait, nous vivons dans un espace qui a une certaine densité d'information et on peut pas demander plus d'informations que, à partir d'un certain... On ne peut pas la quantifier, on n'y a pas encore accès. Voilà. Et notre conscience, elle fonctionne dans une réalité qui a une densité d'information encore infiniment moindre. C'est-à-dire que nous ne percevons pas, notre conscience ne perçoit pas les détails de la réalité. Nous, on a à peine une perception qui correspond à, qui est au-dessus des meilleurs écrans de visualisation. On pourrait même faire croire à quelqu'un, il suffit de lui mettre de bon casque et puis une superbe vidéo en face de lui, on pourrait même presque lui faire croire qu'il vit dans une réalité qui est comme la nôtre. Hein. C'est une sorte de matrice, en fait. Voilà, oui, c'est une sorte de matrice. Voilà. Et donc ça, c'est une question. Et donc notre conscience ne vit pas dans la même densité d'information que la réalité physique. Et comme ce problème de densité d'information, c'est en fait ce qui sépare le passé du futur, puisque c'est le futur qui a forcément une densité d'information moindre que le passé, je considère qu'en fait nous vivons nous vivons dans un même espace-temps, mais cet espace-temps comporte plusieurs couches
qui se caractérisent par le fait qu'ils ont des densités d'information moindres. Et l'entité qui évolue, la partie de moi-même, la partie de ma conscience, qui évolue dans l'espace de densité moindre, c'est ce que j'appelle le soi. C'est la partie de nous-mêmes qui se trouve dans le futur, qui détermine notre futur, qui est détentrice de notre libre arbitre. D'accord ? Et c'est cette partie à laquelle il importe de savoir se connecter si on veut effectivement être libre, si on veut se déconditionner. Donc c'est le soi. Imaginez que notre soi évolue dans un espace-temps qui est de densité nettement moindre. C'est-à-dire que pour lui, notre vie, ça va être 2 heures, comme la durée d'un film. Hein. C'est-à-dire que lui, sa temporalité va être différente. Mais c'est lui qui nous tire, c'est lui qui détermine notre futur à vivre. Au niveau de l'esprit, est-ce qu'on a l'esprit, l'âme, ensuite on a le soi, et ensuite on a le moi, et l'ego qui fait partie du moi? Alors bon, oui, alors je vais résumer, effectivement. L'esprit, c'est quelque chose, c'est encore au-dessus du soi. C'est-à-dire que le moi et le soi se trouvent à l'intérieur de ce que j'appelle 2 couches d'espace-temps additionnels qui font 3 dimensions chacune, c'est-à-dire 6 dimensions, et qui correspondent aux dimensions supplémentaires de l'espace dont on a besoin pour décrire la réalité correctement. C'est-à-dire que la mécanique ne fonctionne pas avec 3 dimensions seulement. La mécanique a besoin de 9 dimensions, et les 6 dimensions supplémentaires sont les dimensions de moindre densité du moi et du soi. Ce sont des dimensions de la conscience, mais ce sont des aspects de la conscience qui sont très différents, qui sont 2 aspects de l'âme, l'aspect inférieur qui est lié à notre réalité, et l'aspect supérieur qui est lié à l'esprit, qui lui est en dehors de notre réalité. Parce qu'il est possible que d'autres réalités existent, et que c'est l'esprit qui conçoit les réalités dans lesquelles nous vivons, et il y a toute une hiérarchie de l'être, c'est-à-dire que l'être se compose, à mon sens, de ce que j'appelle l'anima, c'est-à-dire notre réalité physique et matérielle, ce qui est notre conscience, qui est effectivement le produit de notre cerveau, notre moi, notre soi, et en dehors de l'espace-temps, l'esprit. Et on peut encore imaginer d'autres, voilà. Alors, ça nous laisse la possibilité. On a encore 2 petites minutes ensemble. On a le timing qui s'est lancé. Alors moi, c'est vrai que j'avais l'habitude des nuits, donc c'était minuit, 6h du matin. Là, 1 heure, on est obligé de condenser. Oui, ça va. Voilà, on va de toute façon continuer cet échange qui est super intéressant. Et vous allez retrouver cette information sur la semaine prochaine, de 21h à 22h, sur ce créneau-là. En tout cas, j'étais très heureuse de pouvoir vous recevoir tous les deux. Donc Philippe Guillemant, mesdames et messieurs, physicien, mais pas que. Jocelyn Morisson, qui journaliste scientifique. Tu vas rester avec nous hors antenne. Oui, avec plaisir. Alors vous avez écrit tous les deux ce livre. Enfin, toi, tu as aidé à mettre en forme les idées de Philippe Guillemant. Ça s'appelle La physique de la conscience, et c'est aux éditions Guy Trédaniel. Donc ça sort lundi. Oui. On est vraiment en avant-première. Oui, on peut dire. Il y a une série de synchronicités pour que tout se mette en place. Jocelyn, est-ce que tu peux... alors, vous allez pouvoir retrouver cette interview sur mon site angélique.fr. Vous pouvez aussi le demander à la radio, donc www.idfm98.fr. Et puis, si vous avez des questions à nous poser, eh bien, vous pouvez retrouver le site de Philippe Guillemant. C'est philippeguillemant.net. Oui. Non, Guillemant.net, tout court. Guillemant.net, oui. En toute simplicité. Jocelyn, on peut te retrouver facilement. On sait que tu vas écrire un article qui va paraître dans Nexus prochainement. Oui, je continue à collaborer avec Nexus, tout à fait, régulièrement. Donc, on va pouvoir avoir l'occasion de se retrouver ensemble pour une émission à part entière. Bien sûr. Sur, je crois que c'est le langage non verbal. Non, mon prochain dossier, c'est la communication non violente. Ah oui, alors, donc c'est communication. C'est un vaste programme et qui est un sujet fascinant. D'accord, donc on va avoir beaucoup de choses à dire. En tout cas, vous allez pouvoir nous retrouver à partir de maintenant tous les vendredis. Donc 1 semaine sur 2, ce sera du direct, et 1 semaine sur 2, ce sera de l'enregistré. En tout cas, je vous cède l'antenne sur idfm98.fr.
Jocelyn Morisson. Le spirituel, c'est pas un refuge, c'est quelque chose qui donne du sens à la vie. Florence Leray, journaliste. Moi, j'aime bien essayer de voir en chacun l'étincelle divine et la possibilité aussi de s'améliorer. Rénal Roussel. L'autel, au moment où on fait la messe, l'autel, il y a une énergie qui est entre la terre et le cosmos. Donc moi, gamin, je voyais tout ça, je trouvais ça fabuleux. Pascal de Clermont. Allumez une seule bougie et vous éclairez l'humanité. Il y a toujours de la lumière sur la terre. Gérard Max. Nous sommes en plein psychédélisme au sens étymologique du terme, qui veut dire élargissement de la conscience sur l'antenne, et ça fait énormément bien. Je suis Claire Bazin, psychanalyste dans le Gard, à Nîmes, art thérapeute et présidente d'une association qui s'appelle L'Enfant et le Deuil. Je m'appelle Nicole Dron et je suis là ce soir pour partager avec vous tous une expérience qu'on appelle EMI. Gérard Max. C'est la meilleure programmatrice musicale d'IDFM. Et je suis musicien. On s'est marré, et c'est ça qui m'a aussi permis d'éclairer ma nuit. Réécoutez les meilleurs moments d'Étincelle sur angélique.fr et sur idfm98.fr. Radio Anguin, 98 FM. Installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles, du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique. Bonsoir à tous. C'est la première émission en direct, donc sur IDFM, c'est l'émission Étincelle, toujours nouveau format avec Angélique, de 21h à 22h. Cette émission donc est enregistrée en différé et ce sera ainsi tous les 15 jours. Donc une semaine sur deux, vous me retrouverez en direct, une semaine sur deux, vous me retrouverez avec un enregistrement et nous continuons la suite de cette émission qui était fort passionnante, qui nous a laissé tous sur notre faim, avec notre invité qui est physicien, mesdames et messieurs, auteur du tout nouvel ouvrage qui vient juste de sortir lundi dernier, La physique de la conscience aux éditions Guy Trédaniel, coécrit avec le journaliste scientifique Jocelyn Morisson. Philippe Guillemont. Bonsoir. Bonsoir, vous nous avez laissé vraiment sur notre faim. Oui, j'imagine, puisqu'on a abordé beaucoup de physique. Alors en fait, on était parti sur, pour résumer un petit peu ce qui a été dit la semaine dernière, on parlait des points clés, c'est-à-dire que dans la théorie de la double causalité, oui. Il y a le modèle de la conscience, et ce modèle a plusieurs étages. Oui. Alors, comment résumer ça ? Je pense qu'il faut essayer de voir les choses le plus simplement possible pour les auditeurs. Et donc, on va dire que les physiciens ont découvert deux réalités. Ils ont découvert la réalité tangible, macroscopique, oui. dense, celle qu'on touche tous les jours, celle qu'on perçoit, etc. Et ils ont découvert l'existence d'une réalité quantique oui. qui fonctionne avec de toute autre loi. C'est-à-dire que dans cette réalité quantique, tout arrive simultanément, tous les possibles sont simultanés, et il se passe un tas de phénomènes bizarres, comme la non-localité, l'espace, le temps n'existent plus dans cette réalité. C'est-à-dire que tout peut avoir lieu à tous les endroits simultanément, et il n'y a même plus de notion de temps, le passé et le futur sont simultanés, et voilà. Donc il faut considérer que, en fait, compte tenu de ces deux réalités, on va pouvoir faire un raccourci, enfin je fais un raccourci pour la compréhension des auditeurs, qui consisterait à dire que tout ce qui est du ressort du quantique, c'est de la conscience. Voilà. Et ça revient à dire que dans notre réalité, il y a un monde qui est fait d'espace, de temps et de matière, qui est observable, et il existe, au-delà de ça, un autre monde qui contient infiniment plus d'informations, et qui est de nature quantique, et en fait, qui est de la nature de la conscience. Alors, dans ce modèle de la conscience, il y a plusieurs étages. Alors oui, voilà, donc là, je viens de décrire, on va dire, deux étages. L'étage du physique, oui. qui est notre réalité matérielle, et l'étage de la conscience, qui est une réalité quantique. Mais dans le modèle que je propose,
Je considère que, en fait, ce qui nous arrive dans le présent est à la fois déterminé par ce qui est matériel, c'est-à-dire ce qui fait partie du passé, et déterminé par ce qui est de l'ordre de la conscience, c'est-à-dire qui fait partie du futur. C'est-à-dire que notre futur va être composé de toutes les alternatives possibles à notre vie. Et en fait, cette réalité, on peut considérer comme étant de nature macroscopiquement quantique, et donc de l'ordre de la conscience. Cela n'empêche qu'il existe bel et bien, à chaque instant, une ligne de vie sur laquelle nous sommes engagés, tout comme un train se trouve engagé sur des rails. Et il y a, en fonction des aiguillages qui sont programmés à un instant donné, il a un itinéraire bien précis. Sauf que si pendant qu'il est en train de rouler, on change les aiguillages, à un moment donné, son futur va changer. Et c'est à peu près la même chose pour la conscience. Et donc l'idée, pour simplifier, c'est de dire que la conscience est capable de changer les aiguillages. Alors ça, c'est un concept un peu nouveau, que finalement, c'est nous qui créons notre vie. Oui, enfin, c'est pas un concept nouveau, c'est dans la mesure où... En se basant sur la physique, hein, j'entends, oui. En étant ramené sur des bases de physique. Oui, c'est vrai, dans le commun des mortels, en philosophie, on appelle ça le libre arbitre. Oui. Le libre arbitre est largement contesté par les physiciens, pas tous, hein, et parce que la science est bâtie sur un présupposé déterministe, c'est-à-dire que tout ce qui arrive est explicable mécaniquement. Et c'est ce présupposé que je conteste, et je ne suis pas le seul à le contester, en parlant d'indéterminisme, mais c'est-à-dire que ça veut dire qu'en fait, notre futur n'est pas déterminé mécaniquement par notre passé. Il est déterminé par autre chose et qui relève de la conscience. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous soyons libres, dans la mesure où la conscience elle-même n'est pas exempte de déterminisme. Et on peut noter que l'un des déterminismes de la conscience, c'est ce qu'on appelle couramment le conditionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons une conscience qui est supposément libre ou qui pourrait effectivement gagner sa liberté qu'elle l'est. C'est-à-dire que parce que notre conscience, elle est elle-même conditionnée par notre matérialité, et que donc ce n'est pas parce que notre conscience est capable de déterminer notre futur que notre futur est parfaitement libre. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut être conditionné. D'accord. Donc, par rapport à votre question, donc c'est à ce moment-là que j'introduis un troisième étage de la conscience que j'appelle l'étage du soi. Donc je rappelle les deux premiers étages, l'étage de la matière que j'appelle celui de l'anima, l'étage de la conscience, mais on va dire de notre conscience de veille, notre conscience de tous les jours, notre individualité, l'idée que nous avons de nous-mêmes, etc., qui est la conscience du moi. Et l'étage d'une conscience supérieure, d'une conscience, on va dire, plus spirituelle, qui est plutôt de l'ordre du subconscient, enfin, qui est de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire qu'elle est inconsciente. Il y a deux sortes d'inconscient. Il y a l'inconscient qui provient de notre conditionnement matériel, et il y a l'inconscient qui provient de notre programme de vie spirituel. Donc là, ça rajoute un troisième étage. Et ça provient du modèle dont j'ai parlé très brièvement dans la précédente émission. C'est-à-dire qu'en travaillant sur le billard, je me suis aperçu que, pour parler vulgairement, une boule de billard pouvait avoir un libre arbitre. Mais à partir d'un certain nombre. À partir d'un certain temps. C'est-à-dire qu'effectivement, une boule de billard est obligée d'obéir aux lois de la mécanique, mais ces lois de la mécanique ne l'obligent pas à avoir un parcours ultra déterminé. Ce parcours va être déterminé pendant les premiers chocs qu'elle va faire avec d'autres boules, et après, il n'y aura plus assez d'informations pour déterminer son parcours. Parce que l'information, dans l'espace-temps, est fondamentalement limitée par ce qu'on appelle l'échelle de Planck, la longueur de Planck. Qui est une mesure en physique. Qui est la plus petite, distance possible, c'est-à-dire en dessous de laquelle il n'existe pas de distance. Ça correspond. Sauf si on passe en mode quantique. On est déjà en mode quantique. C'est-à-dire que c'est une échelle
c'est une distance qui est égale à 10 puissance moins 33 cm, c'est-à-dire 0,00301 cm. On sent que vous êtes à l'aise là-dedans. Mais nous et les auditeurs, pas encore tout à fait. On va y revenir. De toute façon, ce que je voulais simplement amener, c'est que sur cette théorie de la double causalité, on a le modèle de la conscience à plusieurs étages. Oui. Donc l'anima, le moi, le soi, et en fait l'âme, le tout dirigé par l'esprit. Si je résume, oui, alors en fait, gros c'est ça. Je considère que l'âme, c'est l'interface entre notre réalité physique et bien matérielle et l'extérieur de l'espace-temps, c'est-à-dire qui est potentiellement détenteur de notre libre arbitre, que j'appelle l'esprit. Et l'âme, c'est simplement l'interface entre la matière et, on va dire, le monde des idées de Platon, par exemple, c'est-à-dire ce qui se situe totalement en dehors de l'espace-temps. Or, les physiciens ont découvert qu'il existait 6 dimensions supplémentaires à l'espace, qui ne sont pas forcément des dimensions de l'espace lui-même, mais qui sont des dimensions vibratoires de l'espace. Oui. Et ces 6 dimensions, je les attribue à l'âme. C'est ce qu'on disait sur la dernière émission et on en était resté là justement. Voilà, et donc cette âme, je la décompose en 2 parties. Une partie qui est liée à la matière, qui est que j'appelle le moi, qui est la conscience du moi, et une partie qui est liée, qui est plutôt connectée à l'esprit et que j'appelle le soi, qui est la conscience du soi. Mais ces 2 parties, le moi et le soi, font partie de l'espace-temps dans la mesure où elles font partie de ce qu'on appelle le vide quantique. D'accord ? Ce qu'on appelle le vide, c'est plein d'informations, ça contient infiniment plus d'informations que notre espace-temps lui-même, mais ça reste lié à notre espace-temps et ça contient toutes les potentialités de réalisation. Voilà. Alors, donc, sur ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de ce système et de ce modèle que vous proposez, est-ce qu'on peut je ne sais pas si on peut dire que c'est la modélisation de l'âme ? Oui, alors bon, on ne va pas rentrer dans les détails de la modélisation de l'âme que je fais dans le livre. Par contre, on va peut-être aborder maintenant ce qu'on n'a pas eu le temps de faire à la précédente émission. Donc, c'est les aspects un petit peu plus psychologiques. Oui, voilà. qui intéresse aussi beaucoup de monde. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que à travers ce modèle à plusieurs étages, vous avez mis des concepts spirituels, comme justement le libre arbitre, enfin ce genre de choses. Oui, alors ceci est basé sur l'idée que en fait nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas notre matérialité, nous ne sommes même pas notre conscience de veille quotidienne. Nous sommes en fait notre identité réelle, je parle de notre identité, elle est verticale, elle n'est pas horizontale, elle ne se définit pas lors d'une vie. Notre vie est un bref instant d'éternité et dans l'éternité, on peut préserver, grâce à mon modèle, on peut préserver notre identité et pour préserver notre identité, c'est là que les notions d'anima, de moi, de soi, d'esprit interviennent. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de dire que durant notre vie, notre conscience, elle est consciente à l'intérieur d'un véhicule qui est notre corps, notre cerveau. Et lorsque nous abandonnons ce véhicule à la mort, après la mort, nous mourrons à notre matérialité. Mais nous conservons la structure de notre identité qui correspond au moi, au soi et à l'esprit. C'est-à-dire que nous ne perdons que notre anima. Et encore, nous ne la perdons pas puisque notre anima reste inscrite sous la forme de mémoire dans l'espace-temps. Et c'est pas parce que nous mourrons, n'oublions pas que le temps n'existe pas, ce que j'expliquais à la précédente émission, que notre vie ne continue pas dans l'espace-temps. Et au point même qu'on pourrait imaginer, je n'en sais rien, mais on pourrait imaginer une réincarnation, donc le fait de renaître, de revivre la même vie sans arrêt, pourquoi pas ? Ça rejoint beaucoup d'écrits, et notamment des écrits assez récents de l'expérience du professeur Eben Alexander. Oui. Disons que ça rejoint d'une manière générale les témoignages des expériences de mort imminente qui montrent que, effectivement, lorsqu'on meurt, lorsque le corps, le cerveau est cérébralement diagnostiqué comme mort, on est pleinement conscient et même encore plus conscient que notre
conscience de veille ordinaire. Et ça, on peut l'expliquer à travers ma théorie en disant qu'en fait, c'est le moi qui se détache de l'anima et la conscience qui devient consciente des étages supérieurs, et notamment ce qu'on appelle le tunnel, avec la lumière au bout du tunnel. Ça correspondrait parfaitement à une connexion entre l'espace du moi et l'espace du soi, c'est-à-dire une espèce de trou de verre qui relie le moi et le soi. Et donc en fait, la lumière ne serait tout simplement le soi que si jamais le moi rejoint le soi, si jamais le moi fusionne avec le soi, alors là il est définitivement mort. D'accord. Mais lorsqu'on est en état de mort cérébrale et qu'on vit une expérience de mort imminente, on a un détachement entre l'anima et le moi subsiste, et si par contre le moi, comme dans l'expérience de mort imminente, ce n'est jamais le cas, jamais personne n'a témoigné avoir rejoint la lumière. Non, parce qu'il y a toujours un blocage à un moment donné. Il y a toujours un blocage, parce que là c'est le seuil, c'est le point de non-retour. Oui. D'accord ? Donc dans ma théorie, je propose que le moi, lors de la vraie mort, fusionne avec le soi. Et donc là, c'est le non-retour. Donc ce n'est jamais le cas dans l'expérience de mort imminente. Et donc là, il y a une sorte d'avertissement ou plutôt un acte de libre arbitre qui est demandé. Est-ce que vous voulez rester ? Est-ce que voilà. Voilà, sinon, et alors ça rejoint ce que disent les expérienceurs de manière peut-être plus romancée, quand ils croisent donc la route du guide qui dit, bon voilà, si tu reviens, voilà ton livre, et voilà ce qui est écrit déjà. Et donc ça rejoint au futur déjà écrit. Oui, alors... c'est intéressant. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que donc, dans les espaces emboîtés de densités différentes dont je parlais, donc notre réalité 3D, ou quadridimensionnelle si on inclut le temps, on rajoute à chaque fois 3 dimensions, donc les 3 dimensions du moi, les 3 dimensions du soi, et à chaque fois on pénètre un univers de plus faible densité d'informations. D'accord ? Ça devient de plus en plus subtil en fait. Voilà, ça devient de plus en plus subtil, et on peut parfaitement relier donc chacun de ces univers d'information par ce qu'on appelle des trous de verre. En fait, un trou de verre... Oui, c'est ce que j'allais vous demander pour nos auditeurs. Voilà, un trou de verre, c'est quelque chose qui va distordre l'espace-temps, qui va tordre l'espace-temps, qui va le plier de manière à former un trou. Et c'est ce qui fait pénétrer dans une réalité quantique, en fait. Dans les trous noirs, on sait aujourd'hui que lorsqu'on pénètre un trou noir, et le film Interstellar l'a bien exprimé, lorsqu'on pénètre un trou noir, bon, c'est une conjecture, c'est de la spéculation, mais on a le droit d'imaginer. On part sur cette hypothèse-là pour l'instant. La science ne l'interdit pas. Donc, et au contraire, il est urgent d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui peut se passer au mieux. Et donc, ce que je pense être une bonne conjecture est de considérer que lorsqu'on pénètre un trou noir ou un trou de verre, on n'arrive jamais à la singularité, mais on pénètre tout simplement un univers de plus faible densité. Voilà. Et dans cet univers de plus faible densité, il n'y a plus de temps, donc il n'y a plus de mécanique, et donc les lois du déplacement, les lois de la mobilité sont plus du tout les mêmes, elles deviennent quantiques. C'est-à-dire que on est présent partout à la fois. En fait, non, on n'est pas présent partout à la fois, mais on se meut par la pensée, puisqu'on est dans un univers de conscience. Alors dans l'étage du moi, c'est-à-dire l'état qu'expérimentent les gens qui ont des expériences de mort imminente, ils ne sont pas encore dans ce qu'on appelle le multivers, c'est-à-dire dans les multi-univers. Non, ils sont pas encore dans cette phase-là, ils sont dans un... Multivers, c'est multi-univers, c'est ça ? Oui, c'est multi-univers, mais là, ils restent encore attachés à notre réalité. Ils sont simplement dans un étage de plus faible densité, mais attachés à notre réalité. Et ce n'est que lorsqu'ils quittent cet étage de transition, l'étage de notre conscience, du moins, que là, ils pénètrent réellement le multivers, où là, tout ce qui leur arrive est tout simplement le résultat de ce qu'ils ont créé de leur pensée. D'où l'intérêt de l'apprentissage de l'âme dans la matière. C'est-à-dire qu'il est très important d'apprendre dans la matière, justement, à maîtriser nos pensées de manière à faire le distinguo entre ce qui est purement conditionné en soi et ce qui relève du libre arbitre. Parce que sinon, après, on risque de fabriquer des réalités monstrueuses.
D'accord, donc ça veut dire qu'on est des créateurs de réalité. On est des créateurs de réalité dans l'étage du soi. Alors Et c'est donc- terrible parce qu'on a tous eu des pensées inavouables. Un jour ou l'autre, on est tous concernés. Alors à moins d'être un saint, et ça se saurait. Mais à un moment donné, on va penser des choses très positives. Puis il y a Oui. des moments, les gens, par exemple, ceux qui sont déprimés, vont se créer une réalité qui va être triste. Comment ils font de l'autre côté? Puisque soi-disant, de l'autre côté, tout est amour. On n'arrive pas, à mon avis, de l'autre côté avant d'avoir suffisamment expérimenté dans la matière un degré d'évolution de son âme suffisant de manière justement à ne pas créer de réalité qu'on ne souhaite pas dans l'étage du soi. Hein. C'est-à-dire que là, on rentre dans des choses un petit peu compliquées, mais ce que je voulais dire, c'est que le multivers ne se situe qu'au niveau de l'étage du soi, là où on crée réellement sa réalité, c'est l'étage du soi. On pourrait l'appeler aussi l'étage des dieux. Hein. Alors, Dieu, c'est celui qui crée tout ce qu'il veut, d'accord ? Et donc ça veut dire quoi ? Ce qui est intéressant, c'est de revenir dans notre monde physique. Oui. Hein. Là, on a fait qu'une projection, oui. On a fait de la spéculation, pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre vie à nous. Ça veut dire que si nous voulons réaliser nos rêves, il faut apprendre à se connecter au soi. Oui. Et donc, est-ce que c'est la fameuse télécommande dont vous parliez dans la conférence de Namur ? Oui, c'est la fameuse télécommande, mais ça demande un déconditionnement, parce notre conscience est dans l'étage du moi, hein, et elle possède 3 centres. Elle possède un centre mental, un centre émotionnel et un centre énergétique. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que ça a des correspondances physiques. Mm-hmm. D'accord ? Il y a des raisons bien physiques. Si on considère... et donc ces 3 centres, ils sont d'abord et avant tout liés à l'anima. Ils sont conditionnés par l'anima. Ils sont conditionnés par notre corps, oui. Hein, et par notre cerveau. Et oui. Hein, notre cerveau, c'est bel et bien une machine. Mm-hmm. Les neuroscientifiques ont raison de considérer notre cerveau comme une machine. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la conscience est un produit de notre cerveau. D'accord. Voilà. Et c'est contre quoi se battait le docteur Charbonnier dans ses ouvrages. Oui, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Et de toute façon, les expériences de mort imminente nous montrent à l'évidence que la conscience est quelque chose qui est différent du cerveau. Alors on peut essayer d'aller jusqu'au bout pour préserver l'attachement à l'idée que notre conscience est le produit du cerveau, mais c'est aller vraiment trop loin dans le déni, et ça devient presque irrationnel. C'est-à-dire que la raison n'est plus du côté de ceux qui pensent que notre conscience est le produit du cerveau. La raison, aujourd'hui, elle est du côté de ceux qui pensent que la conscience est un phénomène différent, et ceci d'autant plus que la physique nous apporte les moyens d'appréhender cette notion. Mm-hmm. Donc on a toutes les indications au vert pour faire l'hypothèse que la conscience n'est pas le produit du cerveau, qu'elle fait partie du vide quantique, qu'elle structure même le vide quantique, et que le système d'information qui correspond à cette structuration, c'est ce qu'on appelle l'âme. Bon, mais revenons maintenant à comment est-ce qu'on fait du coup, alors comment ceci impacte nos vies, quelles leçons en tirer pour nos vies. Si nous voulons parvenir à nous connecter à l'étage du soi de manière si nous voulons réussir à réaliser nos rêves, d'accord, oui. En se connectant à l'étage du soi, en se connectant avec le soi, il faut absolument arriver à sortir de ces 3 conditionnements. Alors ces 3 conditionnements, mental, émotionnel et énergétique, j'ai déjà décrit dans un premier livre qui s'appelle La route du temps, comment est-ce qu'on fait pour s'en libérer. Et je vais résumer ça en disant que pour ce qui concerne le mental, il importe de cultiver le lâcher-prise, c'est-à-dire de faire l'effort du lâcher-prise. Je parle du 3 efforts. L'effort de lâcher-prise pour... De détachement aussi. Oui, mais j'y viens. Pardon, j'ai trop vite. L'effort de lâcher-prise, c'est-à-dire pour apprendre à ne plus être conditionné par nos pensées. Ensuite, deuxième effort, l'effort de la confiance pour arriver à ne plus être conditionné par nos peurs. Donc là, c'est arriver à déconditionner notre centre émotionnel. Notre centre émotionnel,
il est sans arrêt en train de nous dicter émotionnellement ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Plutôt ce que nous ne devons pas faire par l'intermédiaire de la peur. C'est-à-dire, il est interdit de penser ceci, il est interdit de soutenir cela, il est interdit de donner telle impression, c'est tout le conditionnement qu'on peut avoir. Ou qu'on peut imaginer qu'on a vis-à-vis des autres. Voilà, de manière à préserver une image, ne pas se faire traiter de ceci, de cela, etc. Et vous-même, Philippe, vous faites très attention à cette image-là, pour vous démarquer bien du New Age et... Ça, je vous taquine au passage. Oui, mais bon, j'ai de bonnes raisons pour cela. Oui, non, mais je ne juge pas, et donc simplement je constate. Donc il faut faire l'effort de la confiance, c'est quelque chose qui se cultive, c'est pas quelque chose qui apparaît instantanément. Il faut apprendre à avoir confiance pour arriver à déconditionner son centre émotionnel. Et il y a un troisième centre qui est le centre que j'appelle énergétique, qui est le centre de la conscience proprement dit, la conscience... de veille, parce que l'émotionnel et le mental sont des centres automatisés, d'accord ? Tandis que la conscience de veille, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Et donc là, il est très important de se déconditionner de l'image que nous avons de nous-mêmes. Et la première des choses à faire, c'est de ne pas nous confondre avec qui nous sommes dans la matière. C'est-à-dire, il est très important de ne pas nous confondre avec notre conscience. Nous ne sommes pas notre conscience, d'accord ? Notre conscience, elle est le résultat d'un triple conditionnement animique, mental, émotionnel, et nous ne sommes pas cette conscience puisque nous la quittons. Lorsque nous mourrons, nous passons à un autre étage de la conscience dans lequel nous perdons ces trois conditionnements qui dépendent de la matière, d'accord ? Donc notre véritable être, notre véritable réalité, se situe dans une forme de conscience qui est déconditionnée du mental, de l'émotionnel et de l'ego, parce que en fait cette conscience qui n'est pas nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle l'ego. Et lorsque nous faisons l'erreur de nous identifier à notre conscience, à ce moment-là, nous fortifions l'ego en nous-mêmes et qui est l'un des plus grands esclaves. Voilà. Si on fait ces trois efforts de détachement, de lâcher prise et de confiance, c'est une manière de le résumer. Donc la confiance permet en fait d'avoir la sérénité, tout simplement. Voilà, à ce moment-là, on arrive à se connecter au soi via les trois centres correspondants dans le domaine du soi, qui sont l'intuition, la foi et le don de soi. Le don de soi ou la joie. Voilà. Alors, le don de soi, c'est la joie ? C'est pas la même chose ? Alors, c'est différentes formes c'est différentes expressions de l'amour. En fait, mais l'amour, il faut faire attention à ce mot-là. Le mot amour est entaché de beaucoup de connotations, et donc j'ai quelques réticences à l'employer, mais il s'agit de ce qu'on appelle couramment l'amour inconditionnel et qui est ressenti par les expérienceurs de mort imminente. Il s'agit bel et bien de la sensation d'être heureux de manière... C'est vraiment la sensation d'être relié à une source qui nous apporte un confort et un bonheur inconditionnel, d'accord ? Alors, on n'est pas obligé d'être expérienceur pour vivre ce genre de choses ? Non, parce qu'on peut atteindre ces états un petit peu transcendants, voire même extatiques dans la réalité à partir de certaines pratiques. On appelle ça aussi la Kundalini, on appelle ça le Ki, on appelle ça... Enfin, les traditions orientales décrivent de différentes manières ce lien avec le soi. Et donc, moi, ce que je propose, c'est de le décliner de trois manières différentes, puisque nous avons trois centres de la conscience. Voilà, donc le centre qui nous permet de nous libérer de l'émotionnel, c'est la foi. Enfin, c'est le lien avec le centre qui nous permet de nous libérer de l'émotionnel, nous permet d'arriver à l'état qui correspond à la foi, qui est un état de joie où nous ressentons cette transcendance émotionnelle. Ensuite, l'état de joie apporté par l'intuition qui nous relie au mental supérieur et le fait de cultiver le détachement qui nous amène naturellement à cet état de don de soi où on ressent inconditionnellement donc la joie d'exister. Voilà. Moi, ce que je trouvais très intéressant parmi les explications et ce qu'on allait aborder, c'était le fait qu'on était sur des rails par rapport au futur, et que on pouvait changer aussi de futur si on décide. C'est finalement notre vie, c'est nos choix. Oui, notre vie, c'est nos choix, oui. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, on fait qu'avec ce qu'on a.
Oui, sauf que la difficulté fondamentale, et il faut jamais arrêter de le répéter, c'est que en fait, on n'y arrive jamais, on y arrive difficilement. Ce n'est pas facile d'arriver à gérer soi-même ses aiguillages. Ce n'est pas facile de construire sa propre réalité parce qu'on est constamment, et surtout dans notre société actuelle qui est très matérialiste, on est constamment sous l'emprise de conditionnement mental, émotionnel et sous l'emprise de la nécessité de définir notre identité sans arrêt, alors que cette identité est totalement illusoire. Qui tu es et la manière dont on s'exprime, quand on explique qui on est, on décrit quelqu'un qui n'est pas ce qu'on est, puisque ce n'est pas cela du tout. Et notre société, notre éducation ne nous apprend pas du tout à être authentique. Voilà, et c'est le problème principal. Sauf en cas spécifique, quand par exemple notre nature prend le dessus et qu'on ne correspond pas au mode préétabli, oui. On est bien obligé à un moment donné de dire moi je ne fais pas partie du lot, je suis désolée, mais je ne peux pas fonctionner dans le même sens que vous. Oui. Je suis trop différente, alors que ce soit la couleur de peau, que ce soit l'orientation de la libido, que ce soit... Oui, mais justement, il ne faut pas chercher de raison, parce qu'à partir du moment où il y a des raisons à un comportement qui dit désolé, je ne suis pas ça, je suis autre, c'est encore à nouveau un conditionnement, vous voyez. Donc en fait, il y a même des expériences qui ont démontré que notre conscience était réellement le produit du cerveau, dans la mesure où certaines fonctions, le cerveau est activé avant même que la conscience soit allumée, entre guillemets, lors de certains choix. Il y a l'expérience de Libet qui a montré ça. Et en fait, donc il est très très difficile d'être certain que nous sommes sur la bonne voie, que nous sommes véritablement dans une réalisation authentique de nous-mêmes lorsque nous prenons une décision. Ce que j'avais, parce que sur vos conseils, je suis allée écouter la conférence de Namur que vous avez donnée. On retrouve cette conférence d'ailleurs sur votre site guillemant.net. Oui. Donc, elle est sur YouTube, elle est accessible. Donc, la 3e partie de cette conférence où vous parlez justement de la résistance du futur. Ah oui. Alors, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Est-ce que vous pouvez développer ça pour les auditeurs d'IDFM ? Oui, bien sûr. Ce concept de résistance du futur, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'inscris en faux par rapport aux idées New Age qui sont. Je ne dis pas que dans le New Age il n'y a pas des choses intéressantes, mais il y a tellement de dégradation ou de mauvaises interprétations, de mauvaises interprétations que bon après il y a tout l'aspect business, etc. Bon, donc on parle beaucoup de la visualisation positive, de la pensée positive, de la loi de l'attraction. Mais la loi de l'attraction, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une loi de la répulsion. Oui. Et donc la loi de la répulsion, c'est une façon de parler, de prendre un certain contre-pied. Ça vient du fait que, en fait, dans ma théorie, donc le futur existe déjà, on peut le changer, et si on arrive à le changer, les choses ne sont pas aussi simple, parce que l'espace-temps, c'est quelque chose de compliqué, qui agit comme un immense fluide, mais qui ne va pas faire les choses instantanément. Il va avoir besoin de temps. Par exemple, lorsque un rendez-vous entre différentes personnes finit par se réaliser dans le futur, c'est parce que ces personnes ont eu des intentions à différents moments et puis qu'à un moment donné, ça a créé le rendez-vous, mais il ne s'est pas formé comme ça en un clin d'œil. Il y a une probabilité associée à ce rendez-vous, à cet événement, qui est plus ou moins élevé et qui grandit ou qui diminue au cours du temps. D'accord ? Alors, je pourrais donner un petit exemple. Par exemple, sur cette émission que nous avons fait ensemble, je crois que vous étiez en train de projeter quelque chose par rapport à Paris. Et c'est le moment où je vous ai écrit sur Facebook pour vous proposer l'émission. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme ça, on s'est croisés. Oui, et puis surtout, vous m'aviez demandé cette interview l'année dernière. Oui. Et je vous avais pas répondu positivement. Bon, enfin, manque de temps, d'opportunités, etc. À un autre moment, vous me l'aviez demandé, donc, etc. Je me suis dit que... Je suis très patiente. Un jour peut-être qu'on ferait cette interview, etc., etc. Puis après, il y a eu différentes opportunités qui ont augmenté la probabilité. Et puis, au dernier moment, bon, ça s'est décidé. Donc, les choses ne se mettent pas en place
instantanément et elles ne se mettent pas en place avec une probabilité de 100%. On vit dans un univers de probabilité. C'est-à-dire que cet événement, cette interview, il existait, plus ou moins, il existait, mais il n'était pas forcément probable. D'accord ? Et donc, nous l'avons actualisé. Nous l'avons actualisé, c'est-à-dire que sa probabilité a fini par surpasser toutes les autres probabilités concurrentes. Et c'est ainsi qu'il est entré dans la réalité. D'accord ? Et alors donc, de même que les événements ne se forment pas instantanément, ils ne se déforment pas instantanément. Donc ça, c'est très important. Et oui, parce que l'univers est lent, c'est ça ? Oui, l'univers est lent. C'est ça qui m'a surprise. Et c'est quelque chose, mais c'est très important de comprendre ça. C'est vraiment fondamental. C'est quelque chose que j'ai même commencé à expérimenter dans des expériences que je fais dans le domaine du web marketing, etc. Et d'autres expériences également. Sans avoir une certitude absolue d'être abouti à la preuve, j'ai de grandes présomptions que, effectivement, dans la création du futur, il y a une constante de temps. Donc, je viens d'expliquer pourquoi les choses ne se mettent pas en place instantanément. On comprendra aisément qu'elles ne se déforment pas non plus aisément. Donc, imaginez que vous avez une vie de conditionnement, vous avez un grand projet, mais toute votre vie, vous avez vécu d'une manière très conditionnée, comme une machine. Vous avez ressenti d'ailleurs cette contrainte que vous aviez. On est tous obligés de travailler, on est tous obligés de s'occuper des enfants, on est tous obligés. Oui. On a toujours un tas d'obligations qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Tout à fait, oui. Et puis un jour, vous sentez peut-être que vous allez changer quelque chose. Il y a un déclic qui se produit, et là, il y a un second futur, un futur alternatif, qui correspond plus à vos rêves, ou même directement à vos rêves, qui se met en place. Et puis vous commencez à y croire. Et effectivement, il se met en place, il y a des synchronicités qui arrivent, et vous avez décidé de changer de vie. Et ça y est, et maintenant, vous avez l'impression que plus rien ne vous fera revenir en arrière. Oui. Mais il faut faire attention, parce que votre ancien futur, il ne va pas se démonter instantanément. Et donc, la moindre fragilité dans votre nouvelle vie, le moindre doute, risque de vous ramener à votre ancienne vie. Ça va être des synchronicités négatives. C'est-à-dire que votre ancien futur, à partir du moment où il est encore là, il conserve une probabilité importante, et que vous suivez le chemin de votre nouveau futur, mais que ce nouveau futur, il n'est pas encore assez bien dessiné, et en plus vous avez encore des doutes, eh bien, la moindre des défaillances, ou plutôt la moindre fragilité dans votre conscience, va faire que vous allez diminuer la probabilité de votre nouveau futur, et votre ancien futur va envoyer des ponts pour que vous y reveniez. Et ça va se traduire sous la forme de hasard négatif, c'est-à-dire ça va se traduire sous la forme de ce qu'on appelle souvent la loi de l'emmerdement maximum. On la connaît tous. Voilà. Donc cette loi de l'emmerdement maximum, moi je l'ai vécue durant ma carrière à différentes reprises, lorsqu'on fait des démonstrations en tant qu'ingénieur, etc. Bon, je m'y suis bien accoutumé, on appelle ça l'effet démo, mais je l'ai vécu dans ma vie à un moment, donc j'en parle dans mon livre, c'est-à-dire que le jour où je suis allé signer, j'ai fait un voyage pour ça, l'acte le plus important de ma vie, celui qui allait déterminer définitivement, pas définitivement, rien une bonne partie du futur. Mon futur. Ce jour-là correspond exactement au jour, c'est le même jour où, pour la première fois de ma vie, je suis tombé en panne sur l'autoroute. Hein ? Une panne, en plus, j'avais mes enfants, mon frère, etc. Et donc, c'est une panne qui nous a mis, la dépanneuse, etc., plusieurs heures. Un temps fou, oui. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je le raconte un peu dans le livre. Bon, finalement, les choses se sont bien passées, mais j'ai aussi bien réagi à cet événement-là. Imaginez que je réagisse mal à cet événement, ou en étant influencé par notamment les personnes avec qui j'étais, etc. Parce que franchement, certains pourraient même se dire c'est un mauvais signe. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est plutôt un signe que vous êtes en train de faire quelque chose qui s'est réellement inscrit dans votre parcours de vie, qui compte. Mais comme il n'est pas totalement inscrit, votre ancien futur envoie des ponts pour. C'est pas une volonté de vous nuire. C'est juste une question de probabilité
qui subsiste dans votre ancien futur et qui vient contrecarrer les probabilités qui sont encore instables de votre nouveau futur. Donc en fait, il faut garder vraiment son objectif et pas se laisser démonter par ces ponts finalement qui se créent automatiquement de manière physique. Oui, mais en même temps, il faut pas être obstiné de manière conditionnée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites... Alors ça, c'est le contraire. À partir du moment où vous faites une espèce de... Oui, à partir du moment où vous faites une fixation, vous rentrez dans un processus de conditionnement qui, au contraire, risque de vous ramener dans votre ancien futur. Si vous choisissez le conditionnement, vous revenez votre ancien futur. Mais alors, comment choisir le... Oui. Puisque votre nouveau futur est le fruit du déconditionnement. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous tombez dans une attitude, on va dire une sorte de recette, vous décidez artificiellement de créer ce nouveau futur, vous retombez dans l'ancienne dynamique de votre comment il faut faire de votre moi qui a justement maintenu votre ancien futur en place. Alors donc j'en viens à l'essentiel de l'essentiel. Oui, parce que ça intéresse tout le monde là pour le coup. Toutes les oreilles sont dressées. Donc j'en viens à l'essentiel, dont je n'ai pas encore parlé, j'aurais peut-être dû en parler avant. C'est-à-dire qu'avant de réaliser ce conditionnement pour trouver la foi, pour se connecter au soi via la foi, l'intuition, la joie, le don de soi, etc., et les synchronicités qui vont avec, il est très important d'avoir fait le point sur soi-même, d'avoir identifié son être intérieur. D'accord ? Son être intérieur, c'est trouver qui on est vraiment au fond de soi, le soi. Ça consiste à poser la question classique, qui suis-je, où suis-je, dans quel état, enfin, voilà. Dans quelle étagère ? Voilà. Osons le dire. Donc ça, c'est le fondamental. Donc en fait, il faut d'abord se servir de la fameuse télécommande. Mais non, on ne peut pas se servir de la télécommande tant qu'on n'a pas réussi à se déconditionner et on ne peut pas se déconditionner sans savoir au fond de soi qui on est. Mais on ne le sait jamais forcément, vraiment, totalement. On peut être dans le vague. Et dans ce cas-là, on a le droit de douter. Le doute et l'effort, que j'ai indiqué tout à l'heure comme étant très important pour se déconditionner, ne va pas également sans le doute. Il est très important de douter. Je ne parle pas du doute qui consiste à douter systématiquement. Je parle du doute qui consiste à ne pas se leurrer. C'est-à-dire... savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question. Le doute qui consiste à dire, est-ce que je ne suis pas en train de me faire une fausse idée ? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire un cinéma ? Est-ce que je... Voilà. Ça, ce doute-là, il est sain, il est fondamental. Il ne faut pas non plus qu'il devienne maladif. Hein. Il ne faut pas non plus que ça sombre dans la négativité. Justement, après, on perd la foi, etc. Donc, quand on est dans cet état-là, on ne se découvre pas nécessairement qui on est, ce qu'on est venu faire sur cette planète, comme ça, d'un seul coup. Bon. Alors, c'est quand même assez difficile, du coup, de changer de futur, puisqu'on est conditionné, et c'est très dur, apparemment, de se déconditionner. Donc, on fait comment ? C'est à travers les épreuves de la vie ? Enfin, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, j'en viens à la méthode qui s'impose dans cette situation-là. Oui. Celle que je décris abondamment dans mon livre La route du temps, mon premier livre, et que je redécris abondamment, mais sous d'autres facettes dans la physique de la conscience. Il s'agit de faire une demande. Très important, puisque dans la loi de l'attraction, on demande. Et alors, je peux vous dire, je suis une spécialiste de la co-création. Je co-crée depuis 95, avec des effets plus ou moins... je vais faire une petite aparté quand même, parce que ça c'est le côté plus rigolo de la chose, où j'ai testé. Je me suis amusée et j'ai eu des co-créations assez réussies, mais pas dans le sens que j'attendais. Par exemple, je me rappelle, quand je venais juste de m'installer, j'avais demandé à avoir de l'argent et d'être millionnaire. Alors, c'était l'époque du millionnaire, vous savez, donc je voulais participer à ce truc-là, à ce jeu. Et donc, j'ai fait une co-création avec la parole positive. Ça a mis 3 jours. C'était très rapide. Et en 3 jours, je suis devenue millionnaire, mais en monnaie turque. Oui, non, mais franchement, les demandes d'argent, il faut d'abord se poser. La demande ne peut pas fonctionner si c'est pas une. Mais non, la demande ne peut pas fonctionner si c'est pas une demande du soi, qui correspond au programme du soi. Bien sûr. Les demandes d'argent en général, les demandes de trouver l'amour, les demandes etc. Non, c'est des demandes du moi.
D'accord ? Je confirme. Et après, j'ai essayé de demander de l'argent pour changer, juste pour faire la différence. Je me suis dit, il faut changer le nom. Et 3 jours après, c'est mis 3 jours, hein, chez moi c'est très rapide, on m'a offert un plateau en argent. Donc Oui, après, non, j'ai mais- rigolé, je me suis dit, bon, ça veut rien dire, on passe à autre chose. Oui, non, mais justement, alors c'est ce que j'aime pas dans le New Age, c'est qu'on nous présente comme une sorte de pouvoir magique de la conscience, la loi d'attraction, etc. On peut obtenir tout ce qu'on demande. Non, c'est pas Non, comme ça. visiblement On non. ne peut pas obtenir ce qu'on demande à partir du moment où on ne fait pas ce que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut s'être retrouvé soi-même. Il faut être dans une démarche de recherche authentique. Donc, tant qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là, il faut avoir compris que nous ne sommes pas qui nous sommes. Il faut avoir compris que notre état de conscience habituel n'est pas nous-mêmes. Il faut avoir compris que notre vie, c'est juste un instant dans l'éternité. Et nous allons quitter notre corps et après, nous allons vivre des états de conscience complètement différents. Et notre vie ne signifie rien par rapport à dans toute cette affaire. Et donc, Oui, ce qu'on mais peut malgré demander, tout, elle est précieuse, quoi. non, mais bien sûr, elle est précieuse justement pour l'apprentissage de l'âme, pour l'apprentissage de notre âme, c'est-à-dire apprendre qui on est, etc. Et ce n'est qu'en trouvant qui on est qu'on peut arriver à justement faire fonctionner la loi de l'attraction. Hein. Et donc, je disais tout à l'heure qu'on peut être quand même dans une démarche authentique, mais ne pas se trouver soi-même, parce que c'est difficile. Et Oui. dans ce cas-là, faire une demande devient sain, c'est-à-dire que on fait une demande, mais on ne demande pas, on n'est pas en train d'exiger de l'argent. On ne Oui, demande ça pas. marche pas, ça. On commence par demander. On commence par demander quelque chose qui correspond au rêve profond qu'on a identifié en soi. Alors, Or, c'est par exemple, quelle est ma mission d'âme? oui, voilà, exactement. Est-ce que ça peut être, par exemple, comment fonctionne l'univers? Mais ça peut être des choses beaucoup plus simples aussi. Par exemple. Mais l'important, ça peut être de demander. Ça peut être de demander une voiture, pourquoi pas. Ça peut Et donc, être de alors, demander, mais si c'est pas bon pour son soi, c'est comme quelque demander chose de l'argent, très- c'est pareil. Non, parce que C'est pareil que de il faut- l'argent. Non, mais c'est bon, c'est assez subtil. Il faut dialoguer avec son Donc, être intérieur. Il faut se poser la question, ce qui est bon pour soi. C'est pas c'est pas ce qui est bon pour soi. C'est d'abord, il faut se poser la question qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète, etc. Et si on n'a pas les réponses à cette question, il faut quand même rester dans une démarche authentique de se trouver soi-même. Et on ne peut pas demander une voiture, on ne peut pas demander des choses matérielles à partir du moment où on ne s'est pas identifié. Je comprends. Tant que ce n'est que celui qui a trouvé son soi qui peut demander des choses matérielles en négociant avec son soi le fait de dire il en a besoin pour y arriver. Alors, par exemple, si je pars un peu dans le chemin du New Age, parce que je connais un peu plus, mais en même temps, on va revenir, parce que ça permet de faire un pont aussi, ça peut être intéressant. Non, mais il ne faut pas faire de pont avec le New Age. Et le New Age comporte des choses intéressantes. Ok, il faut pas, je vais pas renier tout là-dedans. Il y a quelques principes fondamentaux et encore, pas grand-chose. Mais d'une certaine manière, le New Age c'est un tissu d'ânerie, d'accord ? Non, mais il faut le dire. À un moment donné, il faut le dire. Le New Age c'est un tissu d'ânerie qui est fait pour les ménagères américaines, peut-être pour les faire rêver, etc. Non, moi je ne soutiens absolument pas le New Age. Donc, on garde les pieds sur terre. Sans pour autant avoir la position qui consiste à dire radicalement tout est à rejeter, d'accord ? Il faut essayer de comprendre que cette loi d'attraction, elle est fondée, d'accord, mais il ne faut pas tomber dans tout ce que dans tous les pièges qu'implique le fait de ne pas comprendre sur quoi elle est fondée, parce que le New Age nous a balancé cette loi d'attraction, mais sans nous expliquer pourquoi et comment elle marche. Tout à fait d'accord. D'accord. Et le fait de ne pas comprendre un outil, c'est justement ce qui risque de nous faire tomber dans toutes les dérives associées à la pratique de cet outil sans en comprendre les fondements. Et donc c'est pour ça que le New Age est récupéré par le business, etc., etc. Donc moi, franchement,
je déconseille tout ce qui est relatif au New Age d'une manière générale, et je conseille aux personnes qui sont sensibilisées par le fait qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, de s'intéresser au fondement, de s'intéresser vraiment à ce qui compte là-dedans. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a quand même quelque chose de vrai, mais que ça ne peut pas marcher. De toute façon, l'important n'est pas de faire marcher. L'important, c'est de se trouver soi-même. Oui, on a bien compris. On revient à l'essentiel. Voilà. Alors, le New Age va marcher, effectivement, mais que pour les gens qui n'en ont plus besoin, en quelque sorte. C'est-à-dire que les personnes qui sont déjà éveillées, elles n'auront absolument pas besoin d'apprendre la moindre recette, de lire le New Age, c'est quoi. Le simple fait qu'elles soient éveillées à leur authenticité d'être, qu'elles aient trouvé leur connexion, qu'elles ressentent la lumière, va faire qu'elles vont réaliser automatiquement dans leur vie tout ce qu'elles veulent, et elles n'ont pas besoin de lire des bouquins qui leur expliquent comment on fait. Donc c'est un travail sur soi avant tout. Et inversement, les personnes qui n'ont pas fait ce travail sur soi, elles vont lire des livres qui vont indiquer tout un tas de recettes, et elles vont dans une voie de garage. Donc, et elles fuient, comme j'en ai vu plusieurs. Il y en a une cet après-midi qui m'a dit « J'ai passé mon temps à faire des formations, j'en ai rien retiré. » Ben, c'est normal, exactement. C'est pas du tout... elle dit « Maintenant, je fais du concret. » Voilà ce qu'elle m'a dit. Il ne faut pas rechercher une recette de développement personnel. Il faut pas rechercher ça. Il faut se rechercher soi-même. Il vaut mieux faire de la méditation, il vaut mieux s'intéresser non pas aux religions, mais aux philosophies orientales, etc. Et essayer de se trouver soi-même. C'est difficile. Et alors, justement, mais à partir du moment où on est dans une démarche d'authenticité vis-à-vis de soi-même, on peut faire une demande. Et dans cette demande, on ne demande pas des biens matériels qu'on n'est pas capable. Oui, ça marche pas. Ça marche pas, puisqu'on n'est pas encore éveillé. Oui. D'accord. On demande, on pose des questions. On pose des questions. Alors on pose des questions. Il s'agit de poser des questions au soi, c'est-à-dire à qui on est. D'accord. Donc comme on peut pas s'identifier à soi-même, et il faut surtout pas s'identifier à soi-même, il vaut mieux considérer que c'est une entité externe. D'accord. Donc cette entité externe, on peut l'appeler l'ange, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler tout ce qu'on veut. Il s'agit de faire une demande à l'ange. Donc, dans mon premier livre, je parle de dialogue avec l'ange. Oui. J'ai d'ailleurs été inspiré par ce livre qui s'appelle Dialogue avec l'ange de Gita Mala. Et donc, je propose un certain nombre de conseils, mais qui ne sont pas des recettes, qui sont destinés à faire comprendre qu'il s'agit d'être dans une démarche d'authenticité essentiellement. Alors, il nous reste à peu près 8 minutes avant la fin de cet entretien qui est passionnant. On resterait, puis vous parlez, on a l'impression que comme ça, c'est fluide. On sait que c'est le résultat de beaucoup de réflexions. De quoi avez-vous envie de nous amener en conclusion de cette interview ? Alors, en conclusion, je pense que l'essentiel, c'est ce que je viens de dire, c'est que la démarche de la recherche authentique de soi-même, c'est ce qu'il y a de plus fondamental sur Terre, d'accord ? Et bon, maintenant, pour la réaliser, cette démarche, et ne pas risquer de douter en se disant bon, mais oui, mais tout ça, c'est des paroles de religieux, etc., etc. La chose fondamentale, c'est que j'essaie de faire comprendre que ce que j'essaye de proposer comme modèle, c'est quelque chose qui est relié au meilleur de ce que la physique peut nous apprendre sur l'univers. Donc il y a une base très concrète. C'est très concret. Et pour essayer d'exprimer le meilleur de ce que la physique peut nous apprendre, j'ai donc proposé ces différents étages. Ça vient de la physique, mais c'est aussi inspiré par tout un tas de lectures. Je crois que j'ai dû lire dans ma vie, peut-être pas des milliers, mais oui, probablement quelques milliers de livres. Donc je me suis ouvert l'esprit à tout un tas de choses, et donc j'ai fait la synthèse. Et je me suis aperçu que cette synthèse, en la reprochant de l'enseignement que nous apporte la physique moderne, nous conduit à cette décomposition de notre réalité en plusieurs réalités emboîtées les unes dans les autres, mais de densité
qui diminue sans cesse, mais en même temps d'état de conscience qui augmente sans cesse. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps que nous devons comprendre que nous ne sommes pas nous-mêmes, nous devons comprendre que l'entité qui est réellement nous-mêmes est reliée à plusieurs nous-mêmes dans l'espace-temps, plusieurs autres moi. C'est-à-dire que nous avons une seule identité, mais nous avons plusieurs moi dans l'espace-temps qui sont d'autres consciences et qui sont des consciences qui sont des émanations de notre soi. Notre réelle identité, c'est ce soi. Et nous ne nous réincarnons pas au sens où le dit la théorie de la réincarnation, oui. Puisque nous avons toutes ces existences simultanément. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord. Je n'exclus pas la possibilité que, accessoirement, on se réincarne, mais il faut comprendre que la réincarnation, c'est une mort, parce que c'est la mort de l'anima et de l'ego. Non, la réincarnation, si elle existe, la mort, hein. Si elle est réelle, c'est la mort de la conscience qu'on avait avant, oui. Puisqu'on se retrouve dans une matérialité qui génère notre nouvelle conscience. Donc il n'y a plus de mémoire de cette... Et la soi-disant mémoire des vies antérieures qu'on peut avoir, c'est les vies antérieures du soi, qui ne sont pas des vies antérieures, mais des vies simultanées. Je suis d'accord avec vous. C'est comme, en fait, c'est comme dans une bouteille d'eau avec de l'eau et on a des petites gouttelettes d'eau partout. Voilà, et donc j'en viens à ce que je voulais dire pour conclure. Le soi, c'est pareil. Donc le soi, lui, il est relié à un esprit en dehors de l'espace-temps, mais cet esprit est relié, lui, à toute une grande quantité probablement de soi qui jouent des rôles différents dans cet espace-temps, etc. Et finalement, donc c'est la raison pour laquelle j'assimile la conscience et surtout notre identité à un vaste réseau de neurones. Et finalement, nous sommes tous reliés par ce réseau neuronal. Nous avons tous la même identité. Oui. Nous sommes tous la même conscience. Simplement, nous sommes tous des émanations qui explorons des détails particuliers de l'univers et qui faisons évoluer des détails particuliers de l'univers. Nous sommes tous à l'œuvre dans les changements de la réalité. Parce qu'en fait, avant d'exister, notre réalité existe déjà, puisque le temps n'existe pas. Et ce qui se passe de notre naissance à notre mort, c'est que nous venons modifier une vie qui existe déjà pour lui donner une nouvelle direction. Et c'est ainsi qu'on modifie petit à petit notre réalité pour en faire un monde sans arrêt meilleur. Voilà. Et dans ce processus de modification de notre réalité, on fait à la fois une œuvre positive pour l'espace-temps et on fait une œuvre positive pour l'évolution de notre âme, qui est simplement un outil de l'identité qui nous est commune à tous. Alors certains pourront l'appeler Dieu, certains pourront dire que Dieu c'est... J'aurais dit que plutôt l'âme c'était plutôt de l'ordre en dessous de l'énergie de Dieu, que c'était plutôt l'esprit qui était au niveau de Dieu. Tout à fait, oui, mais moi aussi je suis d'accord avec ça. Mais, enfin moi je dis simplement que si on nomme ça Dieu, alors nous sommes tous Dieu. Voilà. Donc ça me plaît bien. Il n'est pas nécessaire de le nommer, hein, mais simplement de comprendre que nous faisons tous partie de la même identité qui s'exprime sous différentes consciences dans notre réalité et à différents étages de notre réalité. Et l'étage où se trouve notre véritable maison, quand je parle de maison, je parle véritablement de maison en dur. Imaginez une superbe maison, imaginez la maison de vos rêves. C'est cette maison que vous allez réellement habiter dans l'étage du soi. C'est-à-dire que la maison que vous avez, une superbe maison au bord de la mer ici, sur Terre, c'est une maison totalement illusoire. La vraie maison que vous allez habiter pendant infiniment plus longtemps que celle que vous habitez sur Terre, elle se trouve dans l'étage du soi. Et c'est vous qui la créez totalement, petit à petit. Et c'est là que... Et je pense que, mais là on est dans la spéculation, et je pense que la réalité que nous vivrons
dans cet étage-là, elle sera beaucoup plus merveilleuse et beaucoup plus riche que la réalité que nous vivons actuellement. Mais qui est quand même très importante puisqu'elle permet d'arriver à celle-là. Mais on ne peut pas arriver à celle-là sans avoir réussi à tous les processus justement qui permettent l'évolution de son âme vers l'étage du soi. En fait, on va fusionner avec le soi. Mais pour arriver à fusionner avec le soi, il faut justement avoir fabriqué une vie qui est intéressante pour le soi. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes simplement une émanation d'une volonté qui a voulu nous faire quelque chose, qui a voulu justement générer en nous un éveil qui va produire des choses qui seront intéressantes à récupérer pour le soi. Et bien, sur ces belles paroles, merci pour cette belle conclusion, Philippe Guillemant. Vous avez été Je suis allé loin, là. Vous êtes allé loin, mais c'est super intéressant et nos auditeurs adorent de toute façon, et puis les internautes et tous ceux qui vont réécouter ce podcast. Je rappelle votre ouvrage que vous avez écrit, La physique de la conscience. Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, vous a aidé à mettre en forme et à structurer toutes ces idées qui sont qui sont réparties et qui sont riches et foisonnantes. J'aurais pas pu l'écrire sans lui. En tout cas, c'est lui qui a eu l'idée de rassembler tout ça, parce qu'il avait bien repéré tout le potentiel magnifique qu'il y avait dans ces informations. Alors, La physique de la conscience, vous le trouverez aux éditions Guitry Daniel. C'est sorti il y a une semaine, je vous le rappelle, lundi dernier. Et vous pouvez le trouver évidemment dans toutes les bonnes librairies. Philippe Guillemant, merci infiniment. Merci à vous. On peut vous retrouver sur guillemant.net. Oui. Voilà. Vous pourrez retrouver sur ce podcast sur www.angélique.fr et puis évidemment sur le site de la radio www.idfm98.fr. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir Philippe. Réécoutez les meilleurs moments d'Étincelle sur angélique.fr et sur idfm98.fr. Dans les pièges, cow-boy par le siège, t'as misé sur le mauvais cheval. C'est ton premier cri et tout le monde applaudit. Ça fait plaisir, mais ça fait mal. Tu tombes sur maman, tu te dis finalement que t'aurais pu tomber plus mal. Mais jusque là ça va, mais cow-boy n'oublie pas qu'il est ta bascule, ton cheval.